Bonsoir à tous, bienvenue dans cette salle Raymond Aron. Bienvenue à vous, monsieur le vice-président. L'Université Paris-Dauphine est très honorée, très heureuse de vous accueillir à l'occasion de cette conférence inaugurale de l'Institut Droit Dauphine. Cet institut qui rassemble tout à la fois le centre de recherche en droit et nos programmes de formation, et donc ainsi toute la communauté des juristes en droit public et en droit privé de notre établissement. Alors, peut-être ne le savez-vous pas, mais notre université célèbre cette année ses 50 ans. Et depuis 50 ans, notre établissement cultive sa spécificité, l'excellence académique, bien sûr, la pluridisciplinarité aussi, l'ouverture sur le monde, la proximité avec les milieux socio-économiques et puis l'ancrage dans la cité, qui est une dimension qui nous importe beaucoup. Et dans cette perspective, les liens que notre université entretient avec le Conseil d'État, dont des membres, ils sont d'ailleurs traditionnellement des professeurs associés, sont très étroits. Il peut s'agir de démarches collectives comme l'organisation de conférences, de colloques dans un contexte national ou international, des traditionnelles rencontres annuelles dauphinoises de la régulation, et je croise ici le regard de notre collègue Claudie Boiteau qui est à l'initiative de ces rencontres. Il peut aussi s'agir de relations plus individuelles tissées avec les enseignants-chercheurs. Et je me permets à nouveau d'y insister dans un cadre interdisciplinaire, caractère auquel notre université est très attachée par nature. Ces échanges sont une belle illustration, parmi de nombreux autres, de l'accentuation de l'ouverture, certes traditionnelle, du Conseil d'État au monde de la recherche et de l'enseignement. Ils sont aussi de puissants vecteurs d'enrichissement réciproque, de porosité entre ces deux sphères, au service notamment de l'enseignement supérieur et de la recherche. À cet égard, et vous le savez, Monsieur le Président, le statut de notre université en a fait un grand établissement depuis 2004 et lui fixe spécialement pour mission de former des cadres, des experts, des chercheurs dans le domaine des sciences, des organisations et de la décision, qu'il s'agisse des organisations publiques ou des organisations privées. Comme conseil du gouvernement et parfois du Parlement, on peut dire que le Conseil d'État est finalement aussi passé maître dans la maîtrise de cette science des organisations et de la décision, tant de manière systématique pour la fabrique des projets de loi, et c'est bien le thème, je crois, de votre conférence, ou dans certains cas des propositions de loi, mais aussi par ses avis, par ses rapports, par ses études, qu'il s'agisse du droit souple, du droit du numérique, mais aussi de la révision des lois bioéthiques, de la citoyenneté, ou encore de la prise en compte du risque dans la décision publique. Permettez-moi aussi d'ajouter à tout cela une note un peu plus personnelle vous concernant. Vous avez une riche expérience de la réalité économique, notamment à la tête de l'autorité de la concurrence, au cœur de la régulation de la concurrence, élément central de la politique économique, ce qui ajoute évidemment, si faire se peut, au vif intérêt que nous allons porter à votre intervention, puisque les juristes, les gestionnaires, les économistes, les sociologues, les politistes, les mathématiciens, les informaticiens de Paris-Dauphine ont souvent au cœur de leur recherche et de leur enseignement l'objet économique, le phénomène économique. Et donc l'état de droit et l'économie en France bénéficient en tout cas grandement de l'indépendance, de l'expérience, de la capacité d'adaptation, de la polyvalence du Conseil d'État comme juridiction administrative suprême bien sûr, mais aussi dans ses attributions législatives. Monsieur le vice-président, je vous remercie à nouveau très chaleureusement de votre présence qui nous honore. Et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à l'Université Paris-Dauphine. Monsieur le vice-président, que dire de plus après Madame la Présidente Huot? Que vous dire en toute franchise, simplicité? Nous sommes vraiment très heureux et très honorés que vous ayez pris de votre temps pour être en quelque sorte notre grand témoin, le conférencier de cette conférence solennelle de rentrée de l'Institut Droit Dauphine, dont on vient de vous expliquer qu'il rassemble le centre de recherche Droit Dauphine, dirigé par les professeurs Sophie Lemaire et Sophie Schiller, et l'école de Droit Dauphine, dirigée par le professeur Georges Decoq, qui vous prie de l'excuser, puisqu'il a un conseil des départements extraordinaire. Nous sommes en pleine réflexion de nos maquettes, je parle sous le contrôle. Donc c'est une... Voilà. Et
Traditionnellement, les liens de cette université avec le Conseil d'État sont très forts, on vient de le dire. Et puis, pour vous qui avez vécu, qui avez participé au contrôle de la norme, à la production de la norme de la décision, les spécificités de la communauté juridique dauphinoise sont, je pense, en résonance, toute révérence gardée, avec les démarches du Conseil d'État. Parce qu'en somme, nous sommes par exemple un groupe, petit groupe, mais qui essaye de faire, de privatistes et de publicistes, de privatistes et de publicistes et de privatistes, comme dirait un grand homme, la mano et la mano. C'est pas si courant. C'est pas si courant que ça encore. Des masters comme le droit des affaires est co-dirigé traditionnellement par le professeur privatiste et le professeur publiciste. Tous les masters, nous avons un master de régulation, un master européen, international, et vraiment naturellement, nous fonctionnons ensemble, nous apprenons beaucoup des uns et des autres, et donc nous avons cette vision transversale. Et c'est vrai que dans ce monde dauphinois, qui est un monde de gestionnaires, d'économistes, de scientifiques, d'informaticiens, d'économistes, de sociologues de très haut niveau, c'est pour nous une chance de l'interdisciplinarité. Nous travaillons sur les sujets qui sont traités par le Conseil d'État, le droit souple. L'intelligence artificielle va être un thème, le thème de nos 50 ans. Or, c'est une rencontre des scientifiques, des gestionnaires. Encore une fois, vraiment de tout cœur, mille merci. Vous étiez déjà venu quand vous étiez à la tête de l'autorité de la concurrence. Mille merci des liens que le Conseil d'État tisse, accepte, veut bien tisser avec notre université. Je vous en remercie infiniment. Avant de laisser la parole pour quelques mots à Madame le professeur Schiller qui voudrait vous dire des choses, à mon avis, intéressantes sur le Centre de recherche droit dauphine. Merci mille fois, Monsieur le Vice-président. Quelques mots, je tiens tout d'abord à m'associer à ma présidente et à mes collègues pour vous dire tout l'honneur que vous nous faites et vous remercier de votre présence. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion où toute la communauté des juristes dauphinois sont réunis pour donner quelques éléments sur la vie du centre de recherche que j'ai le plaisir de co-diriger avec Sophie Lemaire. Cette année qui vient de s'écouler et qui démarre est une année charnière parce que nous avons connu la fin de notre plan précédent qui s'est extrêmement bien fini, étant donné que nous avons eu la joie d'avoir une évaluation de l'HCERS très positive. Projet et bilan très sérieux et convaincant, production scientifique de grande qualité, donc nous en sommes vraiment très heureux. Et une année charnière parce que nous terminions et nous commençons donc une nouvelle période qui sera déployée autour de 3 grands thèmes qui correspondent, comme ça a été dit à plusieurs reprises, à cet aspect pluridisciplinaire, public-privé, qui est très présent dans notre centre. Alors, 3 grands thèmes. 2 mots à chaque fois. Premier thème, l'entreprise dans un contexte transnational. Cette entreprise dans un contexte transnational qui a donné lieu à une conférence sur l'impérativité au mois de janvier à la Cour de cassation et qui va donner lieu au mois de mars prochain, à l'occasion du 2e anniversaire de la loi Vigilance, à la publication d'un ouvrage sur le devoir de vigilance et une conférence internationale qui réunira, entre autres, la haut-commissaire aux Nations Unies sur les droits de l'homme et des représentants de la Commission européenne. Deuxième axe, l'entreprise régulée, qui a déjà été évoquée, parce que c'est dans ce deuxième axe que se tiennent les rencontres dauphinoises de la régulation, la 8e, qui s'est tenue en avril sur l'entreprise régulée. Et puis le troisième axe, les nouveaux outils de la prévoyance que nous voyons avec une vision extrêmement ouverte sur les nouvelles technologies en particulier, et qui donne lieu à des études à venir sur l'open data, et en particulier la poursuite de l'étude sur la justice prédictive qui a donné lieu à un colloque à la Cour de cassation également en février 2018. Donc une production très massive, mais je n'avais que quelques mots que je pouvais vous dire, mais j'ai quand même souhaité donner à cette communauté et à vous-même un petit reflet de l'activité de nos membres. Et il me reste donc à vous remercier encore une fois et à vous donner la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir accueilli aussi, je dirais, chaleureusement. Et vous avez mis la barre
très haut d'une certaine manière en préfigurant les attentes que vous placez dans cette leçon inaugurale, mais je voulais vous dire mon très grand plaisir d'être au milieu de vous tous en cette fin d'après-midi. Le professeur Louvaris, que je remercie aussi de son introduction, le sait. J'ai souvent participé autour de cette table ovale à des débats sur la régulation économique. Et je présidais l'autorité de la concurrence, je l'ai présidé pendant 12 ans. J'arrivais les mains dans les poches, je connaissais mon sujet. J'ai le sentiment aujourd'hui que je dois faire appel à votre indulgence. Ça n'a fait que 5 mois que je préside le Conseil d'État avec ce titre de vice-président sur lequel il faudra que je m'explique quelques minutes. Et donc, je serai très, très heureux de répondre à vos questions, mais je n'ai pas la science infuse ou alors elle est relativement récente et je m'aiderai, si vous le voulez bien, de quelques notes. En tout cas, j'ai été très heureux et ce que vient de dire le professeur Sophie Schiller me conforte. Il y a beaucoup de résonance, effectivement, entre l'activité du Conseil d'État et les activités de l'Université Dauphine, et notamment, je dirais, ce que vous avez dit sur les sciences de l'organisation et de la décision sont au cœur aussi du sujet que je voudrais aborder ce soir dans les grandes lignes. Ce que je voudrais faire, très modestement, en essayant d'avoir un dialogue le plus ouvert et le plus informel avec vous tous, c'est un peu vous ouvrir les portes sur ce que fait le Conseil d'État au titre de son activité de conseil. Et si je le fais, c'est parce qu'on parle beaucoup de la jurisprudence du Conseil d'État, qui est largement commentée par la doctrine. Et souvenez-vous, le professeur Rivero avait eu cette appellation très poétique, appelant un cœur à deux voix entre la doctrine et la juridiction administrative, l'un répondant en quelque sorte à l'autre. L'activité de conseil est beaucoup moins connue. Pourtant, historiquement, et j'y reviendrai, elle est à l'origine, en réalité, du Conseil d'État. Et si elle a connu un regain de publicité du fait de l'habitude prise depuis quelques années de publier les avis rendus par le Conseil d'État sur les projets de loi, le public n'y a pas accès. Tout cela se fait à porte refermée et ça occupe pourtant une très grande partie de l'activité du Conseil. Et donc, ce n'est pas une journée portes ouvertes que je voudrais organiser, mais en une quarantaine de minutes, vous expliquer d'abord le sens de cette fonction et son origine dans l'histoire. J'irai très vite, je vous rassure. Je voudrais surtout vous expliquer concrètement comment le Conseil d'État exerce cette activité, comment nous examinons les projets de normes. Troisièmement, répondre à quelques questions d'actualité qui questionnent un peu ce rôle de conseil, et j'en vois 3. La première, peut-on être à la fois conseiller et juge? N'y a-t-il pas une contradiction? Comment le Conseil d'État surmonte cette contradiction? La deuxième question qui vous intéressera aussi, vous qui, je dirais, vous penchez très souvent sur la norme, que peut-on dire en France de la fabrique de la loi à l'épreuve de l'évaluation? Où en sommes-nous en termes d'évaluation et peut-on bien légiférer si l'on ne passe pas suffisamment de temps et d'efforts sur l'évaluation ex ante et ex post? Et enfin, troisième question, on le voit moins, mais le mouvement s'est accéléré depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Alors que la fabrique de la loi était traditionnellement en France l'apanage du gouvernement, aidé de son conseil, le Conseil d'État, on voit aujourd'hui une part de plus importante de l'initiative parlementaire et qui s'accroît d'année en année. Et est-ce que cet accroissement très sensible de l'initiative parlementaire ne remet pas en cause la place du Conseil d'État dans sa relation quasi exclusive avec le gouvernement? C'est les 3 questions que je voudrais aborder. Un mot d'histoire pour dire qu'à l'origine, le Conseil d'État a été fondé ou refondé autour de l'activité de conseil. Ne l'oublions pas, le Conseil d'État est l'héritier du Conseil du roi qui réunissait autour de lui un certain nombre de gens qui l'aidaient à gérer le royaume et donc qui l'aidaient dans la gestion de toutes les affaires qui remontaient à lui. Et donc c'est un conseil, il porte ce nom, Conseil d'État après Conseil du roi. Et si le Conseil d'État est présidé par un vice-président, c'est en souvenir aussi de cette histoire.
on n'a jamais voulu occuper la place du monarque qu'on laisse vide. C'est un peu cette idée qui justifie pourquoi nous avons un vice-président. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un autre pays organisé exactement de la même manière. Ce sont les Pays-Bas, la Hollande, parce que Napoléon avait un frère, Louis, qui régnait sur les Pays-Bas et a importé, en quelque sorte, l'histoire du Conseil d'État avec la même révérence pour le monarque. Ne l'oublions pas, Napoléon, enfin, vous savez que le Conseil d'État a été refondé en l'an 8, donc Napoléon était consul, n'était pas encore empereur, mais Napoléon venait présider lui-même les séances du Conseil d'État. Il y apportait de quoi manger, puisqu'il y passait plusieurs heures. Et si le Conseil d'État a joué un rôle déterminant dans la fabrication des 5 grands codes napoléoniens, c'est sous la férule l'intervention, je dirais, directe de Napoléon, qui assistait aux séances, donnait son avis sur la rédaction, notamment du Code civil, etc., et intervenait longuement dans les débats. Donc, historiquement, le Conseil d'État a été vu comme un conseil. Bon. Pendant toute la première moitié du XIXe, l'activité juridictionnelle a été secondaire. Dans la Constitution de l'an 8, le Conseil d'État est désigné pour rédiger les projets de loi, les règlements d'administration publique et pour aider le chef de l'État à, en quelque sorte, régler les litiges qui peuvent survenir en matière administrative. On voit bien que cette fonction de régulation des litiges n'était que secondaire par rapport à la fonction de conseil. Et de manière extrêmement intéressante, on va voir avec la Troisième République et la grande loi de 1872 qui a replacé le Conseil d'État dans l'édifice républicain, un jeu de vases communicants. Le Conseil d'État, c'est l'âge d'or de la jurisprudence administrative, va s'illustrer par son œuvre jurisprudentielle. Et tous les grands principes du droit public vont être construits, dégagés à cette époque, sous l'influence du Conseil d'État et de très grands noms qui vont, à l'époque, siéger au Conseil d'État. C'est l'époque fondatrice pour le droit public qui va être entièrement repensée, reconstruite par la jurisprudence du Conseil d'État. Et bizarrement, la fonction de conseil, au même moment, s'efface. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, le travail, il est essentiellement du côté de la création de la jurisprudence. Et deuxièmement, ne l'oublions pas, la Troisième République, c'est le temps du parlementarisme qui se méfie du rôle du Conseil d'État comme conseil du gouvernement. Et donc, on le consulte sur les petites affaires, les changements de nom, enfin, tout ce qui est le micromanagement administratif, mais paradoxalement, on l'écarte des grandes affaires publiques en disant le Parlement est souverain et donc le Conseil d'État, que vient-il faire dans la fabrication de la loi? Et c'est en 1945 que finalement l'équilibre est retrouvé. Il sera consacré, prolongé par la Constitution de 1958, qui ne parle d'ailleurs du Conseil d'État qu'en tant que conseil de gouvernement. Si vous cherchez dans la Constitution elle-même le mot Conseil d'État, vous ne le verrez qu'à 2 reprises. En tant que conseil obligatoirement saisi avant l'adoption d'un projet de loi, et même chose à l'article 38 pour l'adoption des ordonnances sur habilitation législative. Et donc, vous voyez que l'histoire est de ce point de vue intéressante parce que le rôle de conseil qui, historiquement, en quelque sorte, explique la création et la modernisation du Conseil d'État, a joué un rôle très variable dans l'histoire avant de trouver sa place définitive à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, les exigences constitutionnelles sont les suivantes. Le Conseil d'État doit être obligatoirement consulté sur tout projet de loi, qu'il soit constitutionnel, organique, ordinaire. Tout projet de loi adopté par le Conseil des ministres doit être précédé de l'avis du Conseil d'État. Et enfin, le législateur peut renvoyer à des décrets d'application pris en Conseil d'État, et lorsqu'il le précise, c'est la loi elle-même qui impose de recueillir l'avis du Conseil d'État avant que ce décret ne soit adopté par le gouvernement. En moyenne, pour donner un chiffre, le Conseil d'État examine entre 1300 et 1500 textes par an.
environ une centaine de projets de loi, une cinquantaine, une soixantaine d'ordonnances, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, en termes de chiffres, c'est beaucoup moins que le nombre de décisions contentieuses qui sont autour de 10 000. En termes d'occupation du Conseil, c'est un gros tiers de l'activité du Conseil d'État qui est consacré à cette fonction consultative. Alors, comment ça se passe ? Vous avez lu certainement des avis du Conseil d'État rendus sur des projets de loi, mais concrètement, comment le Conseil d'État exerce cette fonction de conseil? Eh bien, si j'essayais de vous faire rentrer en quelque fois dans les salles du Conseil d'État qui, le mardi, c'est aujourd'hui, examine justement les textes qui lui sont soumis, ça se passe de la manière suivante. D'abord, tout est numérisé aujourd'hui, c'est-à-dire que le Conseil d'État est saisi non pas sous forme papier, mais par le biais d'une application informatique qui s'appelle Solon. Et donc, nous recevons les projets, les exposés des motifs, les études d'impact et l'ensemble des documents qui vont nous aider à comprendre le texte dont nous sommes saisis par cette application informatique. Très intéressant et très important. Qui détient le bouton pour saisir le Conseil d'État? Uniquement le Premier ministre, avec son bras armé qui est le secrétariat général du gouvernement. Un ministre n'a pas autorité pour saisir le Conseil d'État, et c'est un système à la française dans lequel le Premier ministre est garant de la cohérence gouvernementale et le Conseil d'État ne peut être saisi que de textes arbitrés. C'est le cas idéal. Il nous arrive d'avoir des textes mal arbitrés ou pas très bien arbitrés. Et dans ce cas-là, il nous arrive d'avoir des commissaires de gouvernement qui ne partagent pas exactement, parfois, le même sentiment. Mais la règle, c'est que le Conseil d'État ne se substitue pas au gouvernement, et donc il faut un choix politique qui soit arbitré, et seul le Premier ministre peut appuyer sur le bouton en disant « j'envoie au Conseil d'État » parce que c'est la version définitive. Quand le Conseil d'État recevait sous forme papier, et d'ailleurs nous continuons à l'imprimer de cette manière, le papier était de couleur rose. Et donc, le Conseil d'État est une machine à recevoir du papier rose, ça veut dire les minutes, les projets tels que le gouvernement nous les envoie. Et imaginez une machine qui renvoyait des vertes, puisque le papier sur lequel le Conseil d'État renvoyait en quelque sorte la copie au gouvernement était sur papier vert, qui lui-même était transformé en papier blanc une fois que le gouvernement avait réarbitré sur le texte sur lequel le Conseil d'État s'était prononcé. Tout ça est un peu caduc dans la mesure où la plupart des échanges maintenant se font sous forme numérique. Donc la première chose, c'est très proche finalement du travail parlementaire avec l'examen en commission puis en séance publique. C'est un peu pareil au Conseil d'État. Tous les textes, quels qu'ils soient, projets de loi, décrets, sont d'abord examinés par une section administrative. Et depuis toujours, le Conseil d'État, dans sa fonction de conseil, est organisé pour reproduire un peu le travail gouvernemental. Et donc, il existe 5 sections administratives. La 5e est assez récente, c'est la section de l'administration, qui, grosso modo, reproduisent à peu près la division du travail gouvernemental. Parfois peuvent la transcender lorsque des matières, par définition, sont attribuées à une section sans qu'elles relèvent d'un département ministériel particulier. J'ai présidé pendant 18 mois, par exemple, la section de l'intérieur. C'est celle qui s'occupe des affaires constitutionnelles, des affaires qui relèvent du Premier ministre, des affaires qui concernent la protection de l'ordre public, la sécurité, les collectivités territoriales, la justice au sens large, le droit civil, le droit commercial, les libertés publiques, l'outre-mer, l'éducation, l'enseignement supérieur, le sport, etc. Donc, le travail est orienté vers une section administrative. Et c'est la section administrative qui va décider avec le vice-président si un deuxième niveau d'examen est nécessaire, c'est-à-dire l'Assemblée générale qui rassemble, elle, tous les conseillers d'État, quelle que soit la section à laquelle ils sont affectés. Tous les projets de loi sont examinés nécessairement en Assemblée générale, sauf dispense du vice-président. Il m'arrive pour des projets de loi très simples, qui ratifient par exemple une ordonnance ou qui ratifient un traité ou une convention internationale,
parce qu'il n'y a pas de question de droit, de ne pas le faire remonter en Assemblée générale, mais quasiment tous les projets de loi remontent en Assemblée générale, alors que pour les décrets, c'est très rare qu'ils remontent en Assemblée générale, sauf questions très sensibles. Et les choses ont été modernisées. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, le texte était renvoyé un peu comme au Parlement en séance publique. Tous les articles étaient examinés un par un dans l'ordre chronologique. Dorénavant, nous avons ce qu'on appelle une feuille bleue qui identifie les questions qui se posent, les questions principales qui se posent, et l'examen est sélectif. C'est-à-dire qu'on ne renvoie en Assemblée générale que certains articles, ou même parfois que certaines questions posées par certains articles, donc de manière à concentrer le débat sur les vraies questions et, une fois, ne pas refaire le travail de la section administrative, mais compléter, faire valider en quelque sorte les principales réponses qu'il convient d'apporter aux principales questions qui se posent. Le travail, c'est très intéressant et très différent du travail juridictionnel. Il est contradictoire, mais contradictoire uniquement avec l'administration. C'est-à-dire que le public, les entreprises, les organismes intéressés peuvent adresser des observations au Conseil d'État qui sont évidemment partagées, qui sont lues sans être d'ailleurs à ce stade publiées, mais l'essentiel du travail est bilatéral, c'est-à-dire qu'il va se faire entre le rapporteur désigné par la section, puis la section et les administrations compétentes, puisque pour chaque texte, le gouvernement désigne les commissaires du gouvernement qui vont représenter le point de vue administratif. Et tous les débats se font devant l'administration qui est présente. C'est bien un rôle de conseil, en ce sens qu'on ne délibère pas à part, comme on le fait évidemment en matière contentieuse. Le rapport, l'instruction, voilà, la discussion et le délibéré final, ainsi que le vote, se font devant l'administration qui est présente, qui peut à tout moment demander la parole pour intervenir, défendre son point de vue. C'est vraiment un rôle de conseil, comme une entreprise débat en quelque sorte avec son conseil, ou un organisme en quelque sorte débat avec son conseil. Le travail est donc collaboratif, c'est-à-dire que la première chose que fait le rapporteur quand il est désigné, c'est qu'il convoque les commissaires de gouvernement et passe en revue le texte, essaie de comprendre la finalité poursuivie, appelle des travaux complémentaires, demande des documents, demande des historiques, demande des notes pour justifier telle ou telle option. Puis le rapporteur va faire son rapport qu'il va faire devant la section et puis va s'engager un débat très libre avec les membres de la section en présence de l'administration qui prend souvent la parole et sont présents très souvent les directeurs d'administration centrale qui viennent défendre eux-mêmes les textes. En section, le vote, et il y a besoin parfois de voter lorsque nous ne sommes pas d'accord, se fait à main levée. En assemblée générale, c'est différent. Le vote est électronique. Donc nous appuyons sur un bouton vert ou un bouton rouge, un peu comme au Parlement, pour voter, sans que personne ne sache, en tout cas sauf ceux qui ont évidemment pris la parole, sachent dans quel sens chacun vote. Alors, une fois que j'ai décrit les modalités pratiques, sur quoi porte l'examen du Conseil d'État lorsqu'il est saisi d'un texte? Bien, il porte sur trois choses. D'abord, il porte sur le respect du principe de légalité. L'ensemble de l'activité administrative, y compris dans la production de la loi, est soumis au principe de légalité, c'est-à-dire de la hiérarchie des normes. Et le Conseil d'État est le gardien de cette hiérarchie, y compris pour la loi, puisque le Parlement n'est plus entièrement souverain. Il doit respecter la Constitution, il doit respecter la loi organique lorsqu'il s'agit d'une loi ordinaire, il doit surtout respecter les engagements européens et internationaux de la France. Et donc le premier travail du Conseil d'État est de vérifier sur le plan substantiel si le projet qui lui est soumis respecte tout simplement la hiérarchie des normes. Et je peux vous dire, c'est un travail extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que c'est un pari que nous faisons. Nous pouvons scruter la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Par exemple, nous avons un problème fiscal. Le législateur respecte-t-il le principe d'égalité? On voit bien que ce sujet peut être abordé par les trois cours. Conseil constitutionnel, Cour de justice de l'Union européenne, Cour européenne des droits de l'homme, et le projet doit se conformer à ces trois exigences. Mais parfois, les cours ne sont pas entièrement d'accord entre elles. Parfois, elles peuvent faire des revirements de jurisprudence, et l'on sait qu'ils ont été faits dans de nombreuses occasions. Et donc, le rôle du Conseil d'État dans sa fonction de conseil ne peut pas, je dirais, donner au gouvernement une assurance à 100% que le texte qui va être finalement adopté n'encourt pas, un jour ou l'autre, un regard critique, voire une censure de l'une de ces trois cours. Lorsque la question est inédite, je prends un exemple très clair. Nous avons, par exemple, examiné la réforme constitutionnelle, et vous savez que l'un des objets de cette réforme constitutionnelle est de faire une chose qui est inédite en France, c'est de limiter dans le temps le renouvellement des mandats politiques. Un parlementaire ne peut pas être élu plus de 3 fois de suite. Aucune jurisprudence n'existe dans la jurisprudence constitutionnelle. Et le Conseil d'État doit donner un avis, il doit prendre parti, il ne peut pas dire on ne sait pas. Non, il faut qu'il prenne parti. Eh bien, dans ce cas-là, nous faisons un pari. Que pourrait penser sur ce sujet le Conseil constitutionnel, ou mieux, que pourrait penser sur ce sujet 5 juges constitutionnels sur 9? C'est-à-dire, si la question est débattue, dans quel sens la majorité pourrait l'emporter? Et c'est un travail très difficile, parce que voilà, les cours sont parfois, n'ont pas pris parti sur une question, parce que parfois, et c'est leur droit, la jurisprudence doit évoluer. Et on l'a vu par exemple sur la fameuse taxe à 3% sur les dividendes. La censure a été douloureuse pour les finances publiques. Le Conseil d'État avait fait un examen scrupuleux de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la CJUE. Et puis la CJUE a changé sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a emboîté le pas à sa suite, et voilà, le Conseil d'État était dans son rôle en scrutant la jurisprudence actuelle. Il ne pouvait pas évidemment intégrer le fait que cette jurisprudence pourrait évoluer. Et la deuxième difficulté, indépendamment de cette parfois imprévisibilité de la jurisprudence, c'est que, et c'est la même difficulté qu'a le Conseil constitutionnel lorsqu'il examine a priori la constitutionnalité des lois qui lui sont déférées, c'est un contrôle abstrait ex ante. Il est beaucoup plus facile d'examiner un texte lorsqu'il s'est confronté au réel, lorsque nous avons une situation de fait. Et regardez l'enrichissement du rôle du Conseil constitutionnel depuis la QPC. Il ne statue plus in abstracto, ex ante. Il statue sur une situation de fait dans lequel s'inscrit un litige. Et la confrontation de la norme avec le fait aide terriblement le juge à mesurer les effets concrets, les effets réels d'une norme nouvelle. Quand il faut, in abstracto, en quelque sorte, s'interroger sur la conformité au principe de l'égalité d'une norme qui est encore très intellectuelle, très, très abstraite, c'est un travail difficile. Mais, et c'est là où c'est important, et c'est la troisième difficulté, en même temps source de responsabilité du Conseil d'État, le Conseil d'État ne donne pas un avis comme ça, en disant « ouais, il y a 50% de chances que ça passe, 40% que ça passe ». Ça, non, ce n'est pas ce qui intéresse le gouvernement. L'obligation du Conseil d'État, et c'est en ce sens que ce rôle de conseil est fondamental, c'est qu'il doit réécrire. Car le Conseil d'État, vous le voyez en lisant les avis, vous avez l'impression qu'on commente. On dit, bah oui, là c'est bien, là c'est pas bien, là il y a un problème, là il n'y en a pas. Mais oui, mais on commente pour réécrire, c'est-à-dire que le Conseil d'État doit délivrer la fameuse verte, c'est-à-dire la fameuse version alternative. Et donc toute remarque du Conseil d'État doit se transformer en solution alternative si nous ne sommes pas d'accord. Et c'est en ce sens que nous avons toutes les mêmes difficultés auxquelles se heurte le législateur, puisque si nous ne sommes pas satisfaits de la version qui nous est transmise, eh bien chiche, nous devons refaire la copie et réécrire le texte. Et c'est parfois très difficile parce que nous ne sommes pas informés de tout. Donc, c'est la première mission du Conseil d'État, c'est vérifier le principe de l'égalité et le respect de la hiérarchie des normes. Avec l'obligation, comme je le disais, si le Conseil d'État n'est pas d'accord, de réécrire le texte. Deuxième obligation, c'est sur le plan formel,
de réécrire le texte pour rendre la rédaction la plus claire possible, la plus limpide possible, la plus signifiante compte tenu de la finalité qui est recherchée et la plus apte à prévenir des contentieux inutiles. Donc nous avons un rôle de réécriture. Il nous arrive de dire, mais qu'est-ce que vous cherchez dans ce texte? Qu'est-ce que la finalité que vous recherchez? Et une fois que nous l'avons comprise, de dire, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut l'écrire, c'est autrement, et vous risquez, si vous l'écrivez de cette manière, de créer du contentieux ou de manquer l'objectif que vous voulez poursuivre. Vous parliez de l'entreprise. Nous avons eu ce débat, par exemple, à propos, dans la loi Pacte, de la modification du Code civil, de l'objet social de l'entreprise. Est-ce bien écrit? N'est-ce pas bien écrit? Est-ce que vraiment vous atteindrez la finalité que vous recherchez? Quels sont les risques associés à telle ou telle rédaction? Enfin, la troisième modalité de l'examen sur laquelle porte cette activité de conseil, c'est au sens large l'opportunité administrative. Alors qu'est-ce que c'est que l'opportunité administrative? C'est une zone intermédiaire dans laquelle le Conseil d'État ne veut pas s'ériger en politique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les politiques, nous ne sommes pas aptes, légitimes pour faire des choix politiques, c'est au gouvernement de les faire et de les assumer. Mais nous sommes juges d'une certaine opportunité administrative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous nous autorisons à dire au gouvernement, nous respectons votre finalité, mais c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Parce que c'est inutile, parce que vous allez complexifier inutilement le droit, parce que vous allez créer un contentieux coûteux qui risque de paralyser la règle de droit, tout simplement. Je prends un exemple tout simple. Le parquet antiterroriste, nous disons le pouvoir politique est libre de spécialiser le parquet pour s'adapter à la lutte contre le terrorisme, mais nous mettons en avant des avantages, mais aussi des inconvénients. Nous disons par exemple, est-ce raisonnable de renoncer à la mutualisation des ressources du parquet en cas d'événements qui suppose la mobilisation de toutes les ressources du parquet? Est-ce que le fait d'avoir un parquet spécialisé qui ne pourra pas, alors plus difficilement, recourir à l'ensemble des ressources du parquet, n'est-ce pas un inconvénient? On sait aussi, par exemple, les liaisons qui existent entre terrorisme et délinquance, notamment les trafics de drogue, un certain nombre de délinquances, pas forcément d'ailleurs la plus grave, mais parfois de petites délinquances. On voit que dans le parcours des terroristes, il y a souvent un parcours qui les fait flirter avec la délinquance. Et est-ce que la spécialisation de la lutte antiterrorisme ne nous fera pas perdre de vue justement cette continuité des parcours individuels qui permet d'appréhender dans toute sa complexité, en quelque sorte, l'entreprise terroriste? Ça, ce sont des questions qui, selon nous, relèvent de l'opportunité administrative. C'est-à-dire que nous ne sommes pas juges du choix politique, mais nous nous permettons de dire au gouvernement, là, on n'est pas convaincu que les avantages l'emportent sur les inconvénients, ou que la finalité que vous poursuivez sera correctement, efficacement atteinte par la norme que vous nous proposez. Et naturellement, c'est le sujet le plus délicat, parce que le gouvernement déteste, et surtout quand la vie est publique, n'aime pas que le Conseil d'État mette en doute la voie qu'il a choisie. Mais il arrive aussi que le gouvernement, finalement, puisque une fois que le Conseil d'État a rendu son avis, et quand c'est en Assemblée générale sur les projets de loi, c'est le jeudi, le gouvernement se réunit le vendredi après-midi pour délibérer à nouveau avant le Conseil des ministres du mercredi de la semaine suivante. Et vous le savez, la règle est claire, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas faire son marché et dire là, le Conseil d'État a raison, je vais prendre son version, mais moi, je serais bien content quand même de garder mon version sur l'autre point. Le Conseil d'État doit faire du je prends ou je laisse. C'est-à-dire que sur chaque question, alors toute la question est de savoir, en tout cas sur bloc, le gouvernement a un choix binaire, soit revenir à son texte, à la fameuse rose, soit prendre la version du Conseil d'État, la fameuse verte. Il ne peut pas mélanger le rose et le vert en disant tiens, là, il a raison, je vais prendre l'objection, je vais devancer la question, mais finalement, sur le reste, je prends ma version. Et c'est donc là, la force de conviction très forte qu'a le Conseil d'État, c'est que le gouvernement doit prendre ses responsabilités en choisissant par bloc. Voilà. Ajoutons que la publicité des avis
facilite la rédaction des mémoires contentieux devant le Conseil constitutionnel ou devant les juridictions européennes, puisque le raisonnement est public. Et donc, si le Conseil d'État a des doutes, le gouvernement prend d'autant plus de risques à ne pas le suivre que tout le raisonnement alternatif est, je dirais, livré dans la vie. Et il nous est arrivé, et j'en accepte tout à fait, voilà, de dire absolument non, ou de réécrire complètement. Je prends l'exemple du projet de loi sur les violences sexuelles, qui, selon nous, à plusieurs titres, ne franchissait pas la barre de la constitutionnalité. Dans la rédaction qui nous était présentée, a été revu, reconstruit de fond en comble par le Conseil d'État. Et la copie devait être suffisamment convaincante pour que le gouvernement, malgré les promesses qui avaient été faites, peut-être d'ailleurs imprudemment, ou les annonces qui avaient été faites, finalement se rallie à la version du Conseil d'État qui a été soumise au Parlement et finalement adoptée par celui-ci. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la fonction de conseil, qui est vraiment une activité voilà, de dialogue, d'échange. Toute la difficulté, je la rappelle, c'est le Conseil d'État doit rester à sa juste place. Il ne peut pas s'ériger en super politique. Nous devons travailler avec tous les gouvernements successifs. Et deuxième difficulté, c'est de dire le droit à un moment très précoce où souvent nous ne savons pas très bien quels effets pourront être donnés à tel ou tel projet de norme qui nous est soumis. Alors j'en viens aux questions, et pardonnez-moi d'avoir été peut-être un peu trop descriptif et un peu trop long dans l'exposé de ce que fait en pratique le Conseil d'État. Je voulais aborder 3 questions d'actualité qui interrogent un peu cette fonction de conseil. La première, et vous tous, vous la posez sûrement, c'est de dire, mais attendez, comment peut-on être à la fois juge et conseiller? Comment peut-on juger l'administration et la conseiller? N'est-ce pas contradictoire? Peut-on être un juge indépendant dès lors qu'on a donné un avis précédemment? Et inversement, est-on un vrai conseiller quand on a l'arme contentieuse derrière, puisque c'est le même juge qui risque de sanctionner le non-respect de l'avis qui a été rendu en amont? Tout ça interroge beaucoup. Et quand il faut expliquer ça à l'étranger, beaucoup ouvrent les yeux en disant « mais la France, c'est vraiment singulière. C'est quelque chose qui, encore une fois, hormis ceux qui ont été soumis à la tradition napoléonienne, paraît étrange. » Et naturellement, la question s'est posée. Elle s'est posée devant une juridiction qui seule pouvait la trancher, pas une juridiction française, c'est une juridiction européenne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle a été déférée cette question. N'y a-t-il pas manquement au principe de la séparation des pouvoirs et au principe de l'article 6 de la Convention, c'est-à-dire le droit à un procès à la fois équitable et impartial, du fait de ce mélange des genres, en quelque sorte, pratiqué par le Conseil d'État. Et la jurisprudence de Strasbourg a été dégagée en plusieurs étapes. D'abord à propos d'une cour sœur, la Cour de Luxembourg, le Conseil d'État de Luxembourg. Ce n'est pas posé d'abord en France, mais à Luxembourg, avec un fameux arrêt dit Procola, qui a considéré que le principe d'impartialité imposait que ceux qui avaient conseillé ne jugent pas lorsque l'affaire est déférée au contentieux. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas dit non à la dualité fonctionnelle, mais a dit vous devez vous organiser pour respecter le principe d'impartialité. Et nos collègues luxembourgeois en ont tiré une conséquence très très forte, puisqu'ils ont séparé le Conseil d'État en deux, et ils ont organiquement, en quelque sorte, mis fin à cette dualité en gardant un Conseil d'État conseil et en confiant le contentieux à une autre cour. Et puis la question s'est posée ensuite, je parlais des Pays-Bas et du rôle de Louis, le frère de Napoléon, mais la même question s'est posée pour les Pays-Bas dans un arrêt qui s'appelle Klein contre Pays-Bas, qui a rappelé ces mêmes principes. Avant, c'était normal, le Luxembourg, Pays-Bas, l'affaire est revenue en France, et dans 2 arrêts
qui sont maintenant très connus, qui s'appellent UFC Que choisir Côte d'Or en 2009 et Escoffier en 2011, la Cour a jugé que le principe d'impartialité n'était méconnu par l'existence de cette dualité fonctionnelle, n'était pas méconnu qu'à la condition qu'un certain nombre de garanties soient prises. Et quelles sont ces garanties? Elles sont aujourd'hui respectées et mises en musique dans les textes au Conseil d'État. Un, c'est que tous ceux qui ont siégé dans la fonction de conseil ne peuvent plus siéger lorsque la légalité du texte est mise en cause au contentieux. Et donc, nous avons des règles très strictes, et je dirais maintenant codifiées, de déport obligatoire. Chaque fois qu'on a participé à la section ou même à l'Assemblée générale, on ne peut pas siéger au contentieux lorsque la légalité substantielle de la norme est contestée, soit par voie d'action, soit par voie d'exception. Deuxièmement, et c'est très important, pour respecter le principe de l'égalité des armes, et donc la liste des membres qui ont siégé dans la fonction de conseil est donnée aux requérants s'ils le demandent, pour qu'ils puissent invoquer eux-mêmes et demander la récusation des juges qui auraient participé à la fonction de conseil. Deuxième chose qui est pratiquée, les rapporteurs ou les membres de la section du contentieux qui le jugent n'ont pas accès au débat de l'Assemblée générale et aux avis lorsqu'ils ne sont pas publics. Ils doivent être traités à égalité. Et donc, lorsque l'avis est public, il peut bien évidemment être cité et utilisé au contentieux. Lorsque l'avis n'est pas public, ou lorsque, en quelque sorte, on voudrait rechercher l'intention du Conseil d'État dans son avis par le dossier préparatoire, eh bien, le contentieux n'a pas accès à ces documents, pas plus que le requérant, pour respecter l'égalité des armes. Le juge ne doit pas être avantagé dans sa fonction juridictionnelle par rapport à ce dont disposent les parties. Et c'est cet équilibre béni par Strasbourg qui aujourd'hui règle la question de l'articulation entre les fonctions de conseil et de juge. Alors moi, je vais vous dire, moi c'est ma position personnelle, je pense que, à la condition que ces garanties soient clairement posées et surtout respectées, et elles le sont, je peux vous le dire, de manière draconienne au Conseil d'État, je pense que c'est un formidable avantage. Parce qu'on ne peut bien juger l'administration que si on la connaît, si on s'est posé ces questions, si dans l'exercice intellectuel, nous ne pratiquons pas un entre-soi toujours confortable, mais nous ouvrons les yeux sur la réalité administrative. Et je peux vous le dire, moi je suis sorti 2 fois 12 ans, j'ai exercé tous les métiers contentieux à l'intérieur du Conseil d'État, mais je suis sorti, j'ai pris des risques, j'ai exercé des fonctions exposées, j'ai défendu aussi des causes devant les juridictions, et qui n'étaient pas toujours faciles à défendre face à des adversaires puissants qui comptaient. Je peux vous dire que, voilà, s'être aguerri par les détachements dans des fonctions administratives, avoir pris des responsabilités, avoir dirigé des administrations, avoir fait des réformes, avoir conçu des transformations normatives et aussi avoir participé à la fonction de conseil, c'est pour le juge un formidable plus-value, une formidable valeur ajoutée. Parce que vous vous posez des questions qui sont essentielles au travail du juge. Attendez, un juge informé, un juge averti doit se poser la question de la praticabilité de la solution quand même qu'il adopte. Moi, je sais que je présidais la première chambre lorsque nous avons eu le contentieux des 35 heures à la suite des lois Aubry. Mais la question se posait, par exemple, comment peut-on appliquer les 35 heures au cadre, et notamment au cadre autonome qui ne pointe pas. Mais il y avait des questions extraordinairement importantes. Claudie Boiteau était rapporteur dans cette chambre que je présidais. Mais la question essentielle, c'était diable, mais est-ce que tout cela est conforme à la lettre de la loi? Mais surtout, il fallait, je dirais, interpréter, créer le droit. Est-ce que ce droit va pouvoir être pratiqué, digéré par les organisations, par les entreprises? Eh bien, moi, je le revendique. En tout cas, c'est sûrement quelque chose que psychologiquement, je défends et auquel je suis très attaché. Je pense qu'un bon juge est un juge qui met aussi la main à la pâte et qui sort parfois de son rôle d'arbitre, en quelque sorte jupitérien, pardonnez-moi cette expression, mais qui met la main à la pâte, se met à la place aussi de l'administration et se pose la question des enjeux économiques, sociaux, des solutions qu'il adopte et aussi de la
possibilité ou pas d'appliquer raisonnablement les solutions qu'il livre. Ça n'est pas simplement un oracle qui dit le droit, c'est aussi un pédagogue, c'est aussi quelqu'un qui va se soucier de la façon dont les solutions qu'il propose vont s'insérer dans l'édifice normatif, dans les principes qui régissent finalement la vie politique, la vie administrative, la vie économique et sociale. Et donc, moi, je pense que oui, c'est un trésor qu'a le Conseil d'État d'avoir cette dualité fonctionnelle, je dirais même cette triple activité qui est de juger, de conseiller, mais aussi dans sa fonction d'étude et de rapport, de faire des diagnostics. Vous avez cité le droit souple, vous avez cité l'ubérisation, les plateformes numériques, toute une série de sujets, la révision de la loi bioéthique, la citoyenneté, qui sont les derniers rapports sur lesquels nous avons travaillé. C'est aussi terriblement utile qu'un juge retrousse ses manches et dit que puis-je dire, par exemple, sur un sujet comme la révision de la loi bioéthique. Et c'est aussi, voilà, alors c'est exigeant, c'est parfois compliqué, mais c'est aussi, je pense, le rôle d'un juge que de le faire. Pardonnez ma passion, mais je dirais, je le pense profondément. Le deuxième défi, la deuxième question qui interroge le rôle du Conseil d'État dans la fabrique de la loi, c'est la question de l'évaluation. Et je pense que ça vous intéresse ici à Dauphine, parce qu'on s'est beaucoup posé la question de l'inflation normative. Est-ce qu'on ne légifère pas trop en France? Est-ce qu'on n'est pas submergé par la norme? Mais indépendamment du nombre et du volume, il y a la question de la qualité de la norme. Et objectivement, elle n'est pas optimale en France. Et elle n'est pas optimale, pourquoi? Parce que nous avons une culture qui pousse à légiférer. Toute l'organisation administrative est tournée vers la fabrication de la norme. J'ai une idée, ben oui, mais j'ai une idée, qu'est-ce que je pourrais faire pour la transformer en norme? Toute l'organisation administrative, l'arbitrage budgétaire, enfin, toute l'organisation de notre vie politique est tournée autour, chaque fois, et la demande d'ailleurs aussi des Français, un problème, un scandale, un événement. Ah, mais que fait le législateur? Il faudrait changer les règles, il faudrait changer la norme. Et nous avons donc en France une appétence incroyable pour la norme, et qui crée une instabilité qui, du coup, rend inefficace la norme parce qu'elle n'est plus apte à orienter les comportements des entreprises et des ménages, faute d'être suffisamment stable. Mais le vrai contre-pouvoir, le vrai levier pour légiférer mieux, c'est mieux évaluer. Et pour bien évaluer, il faut évaluer ex ante et évaluer ex post. Ex ante, c'est la fameuse étude d'impact, qui n'est pas quelque chose de français. L'étude d'impact, c'est quelque chose qui a été créé aux États-Unis et au Royaume-Uni, Regulatory Impact Assessment, qui est une culture qui consiste à dire, dans toute décision que prend une entreprise, on va regarder le coût et les avantages, il faut que l'État fasse de même, et pour toute réforme qu'il envisage, compare en quelque sorte les coûts et les avantages. Et la réforme constitutionnelle de 2008 en a fait une obligation constitutionnelle pour les projets de loi. Tous les projets de loi doivent être précédés d'une étude d'impact. Et je vais vous le dire très franchement, alors nous les examinons très sérieusement. Je peux vous dire qu'on les regarde, et il y a du papier. Enfin, c'est souvent très, très volumineux, et c'est très inégal. Certaines études sont bien faites, d'autres sont lacunaires. Elles passent à côté des sujets. Et je vais vous dire, je suis finalement assez sceptique sur les vertus de l'évaluation ex ante, depuis un certain temps, qui structure la vie politique. Maintenant, ce qui commande la vie politique, c'est l'élection présidentielle. Et l'élection législative qui suit ne fait qu'en réalité que suivre le choix qu'ont fait les Français d'un président de la République. Et toute la campagne présidentielle structure donc l'activité législative pendant 5 ans, puisque sont faites des promesses, des engagements, et la première demande que font les Français, c'est de respecter la parole. Et donc, au moins les 2-3 premières années sont faites pour délivrer les promesses, les engagements qui ont été faits pendant la campagne présidentielle. Et peut-on sérieusement demander aux politiques, dans l'évaluation préalable, dans l'étude d'impact, de dire « oui, j'ai promis ça aux Français, mais je ne suis pas sûr que finalement ce soit si bien que ça, et donc je vais essayer en toute objectivité de comparer l'engagement, la promesse que j'ai faite, et puis d'autres solutions auxquelles j'aurais pu penser. » Mais c'est évidemment vain, car la première demande des Français, c'est de dire « faites ce que vous avez promis ». Et donc, les gouvernements s'y essaient.
en consacrant quelques lignes à des solutions alternatives. Mais elles ne sont pas sérieusement débattues, elles ne sont pas sérieusement comparées, puisque, par définition, le gouvernement doit délivrer la feuille de route qu'il a promise pendant l'élection, et par conséquent, c'est pour ne pas contourner de manière trop frontale l'obligation constitutionnelle qu'on compare en réalité d'autres solutions avec celle qui est soumise au Conseil des ministres, puis au Parlement. Et donc, aujourd'hui, soyons clairs, je ne dirais pas qu'il y a une crise de l'évaluation ex ante, mais elle atteint de plus en plus ses limites. Et donc, moi, je suis persuadé, et il y a un formidable champ d'études, y compris ici, qu'il devrait y avoir une place plus forte pour l'évaluation ex post. Si l'évaluation ex ante apparaît politiquement difficile ou inutile, alors il faut concentrer tous ces efforts sur l'évaluation ex post. C'est-à-dire, est-ce que les effets proclamés sont là? Est-ce que les attentes que j'ai créées, en disant, vous allez voir, je vais transformer telle politique publique, je vais l'améliorer, je vais rendre plus efficace le service rendu aux Français, est-ce que ces résultats sont là? Et aujourd'hui, en France, cette évaluation ex post est très peu faite et très mal faite. Le Parlement n'est pas équipé, le gouvernement n'a pas les moyens ni forcément l'envie de le faire, le Conseil d'État peut le faire sur un plan juridique, mais il n'a pas les outils pour pouvoir procéder à une véritable évaluation économique sérieuse des effets de telle ou telle réforme législative. Et je pense qu'il faut collectivement réfléchir aux moyens de créer en France, avec l'université, avec les économistes, avec les laboratoires de recherche, avec toute une série d'institutions qui sont là, une évaluation ex post beaucoup plus fiable, beaucoup plus crédible, et qui pourrait se poser la question de dire, attendez, si les effets ne sont pas là, est-ce que c'est lié au fait que la norme n'a pas été bien faite? Est-ce que c'est lié au fait que finalement, ce n'était pas dans le changement de la norme que les effets pouvaient être attendus, mais l'application, la diffusion de la règle a été mal faite? Et je trouve que, paradoxalement, on le fait, puisque vous le savez maintenant, la Constitution autorise des expérimentations. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter des lois ou des textes réglementaires nouveaux. Et dans le cas où une expérimentation est décidée, avant de l'abandonner, de la généraliser, il doit être mené une évaluation. C'est exactement ça qu'il faut faire, mais pas seulement pour les lois expérimentales, mais pour l'ensemble des textes. Et par exemple, en matière fiscale, ce serait quand même terriblement utile de voir si les incitations que l'on recherche dans la loi fiscale sont vraiment matériellement obtenues ou pas. La troisième question, et pardonnez-moi d'être trop long, la troisième question que je voudrais poser autour de ce rôle de conseil, c'est la part respective du gouvernement et du Parlement. Nous vivons dans une fiction. Aujourd'hui, nous vivons dans la fiction d'un régime présidentiel ou quasi-présidentiel en France. Mais la réalité des choses est toute différente. Quand vous regardez la part que représentent le gouvernement et le Parlement dans l'initiative législative, en quelques années, les choses ont terriblement changé et se sont accélérées depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Et la raison est très simple, c'est qu'aujourd'hui, la voie référendaire pour les changements constitutionnels est quasiment condamnée. Je ne vais pas faire un cours de droit constitutionnel, mais c'est de plus en plus difficile de réformer la Constitution par voie référendaire. La seule solution est la voie parlementaire, qui suppose un vote identique dans les deux chambres, avec majorité des 3/5 de l'Assemblée et du Sénat réunis. Et donc, toute réforme constitutionnelle, on voit bien les difficultés de la réforme envisagée aujourd'hui, ne peut pas reprendre des prérogatives du Parlement, mais ne peut, pour réunir la majorité, qu'au contraire, ajouter des prérogatives nouvelles aux parlementaires. Et aujourd'hui, dans la fabrique de la loi, je vais vous donner un seul chiffre. Savez-vous, aujourd'hui, si vous prenez un indicateur un peu rustique, qui est le nombre d'articles ou le nombre d'alinéas ou le nombre de phrases dans un texte, si vous comparez aujourd'hui le nombre de dispositions, par exemple, ou d'articles dans le projet de loi tel qu'il est adopté par le Conseil des ministres et soumis au Conseil d'État, et le projet de loi tel qu'il est finalement publié au journal officiel après examen parlementaire. Le coefficient multiplicateur est aujourd'hui voisin de 3.
C'est un chiffre qu'aucune démocratie parlementaire ne connaît dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous partez avec un projet de 50 articles, il y a, je dirais, de fortes chances pour que vous finissiez à 150. Hein, et donc, les projets de loi grossissent, en réalité, voilà, enflent 3 fois entre l'adoption par le Conseil des ministres et la publication finale. Et vous pourrez prendre tous les exemples. Vous verrez la loi Pacte, la loi Sécurité Terrorisme, la loi Programmation de la Justice, qui sont des textes en plus très ambitieux. Ben, l'ambition est encore plus forte au Parlement et l'occasion de raccrocher au train des wagons supplémentaires. Et donc, nous avons un coefficient multiplicateur de 3. Ça veut dire que le Conseil d'État ne voit en réalité, et là je vous dis le chiffre de 2017, ne voit en réalité que 30% à peine de la production législative. Le chiffre en 2013, c'est pas si vieux, était supérieur à 50%. Donc vous voyez déjà en 5 ans, 4 ans, hein, l'accélération de ce phénomène. Et si on ajoute les ordonnances, parce que voilà, de plus en plus, face aussi à l'inflation normative, le Parlement ne peut plus absorber tout cela. Et donc, on recourt de plus en plus aux ordonnances, et les ordonnances, par définition, sont vues intégralement par le Conseil d'État. Le chiffre remonte de 30% à 54%, 54-55%. Mais ça veut dire quand même que à peine la moitié de la production législative est examinée ex ante par le Conseil d'État. Et c'est quand même un souci, parce que la norme, quelle que soit son origine, va avoir la même force juridique. Or, elle n'a pas été préparée, examinée dans les mêmes conditions. Et l'objectif de sécurité juridique qu'apporte la consultation du Conseil d'État n'est pas garanti pour les amendements qui n'y sont pas soumis. Et ces amendements sont de 2 ordres. Il y a les amendements parlementaires qui sont voilà, proposés, et il y a de faux amendements parlementaires, parce que l'on sait que le gouvernement, parfois, a la tentation de faire porter par des parlementaires des amendements qu'il ne voulait pas assumer ou préfère faire porter par d'autres. Mais il y a aussi des amendements que le gouvernement a bien pris soin de ne pas saisir, de ne soumettre au Conseil d'État, mais sort de sa poche au moment du débat parlementaire. Et donc la question se pose, je le dis très clairement et j'y réfléchis, est-ce que le Conseil d'État ne doit pas jouer un rôle dans la production législative, quel que soit son initiateur ? Alors, depuis 2008, nous pouvons être saisis de propositions de loi. C'est-à-dire que la réforme constitutionnelle permet à l'auteur d'une proposition de loi, avec l'accord du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon la chambre à laquelle il appartient, de soumettre au Conseil d'État une proposition de loi. Nous en avons reçu 27 et nous en avons là 2 qui viennent d'arriver. Et depuis l'élection de l'actuel président de la République, il y a une certaine accélération puisque nous avons été saisis de propositions de loi assez intéressantes, celles sur le secret des affaires, celles sur les fake news, par exemple, celles sur l'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire, sur l'acquisition de la nationalité à Mayotte. Voilà des sujets qui ont été soumis au Conseil d'État par les parlementaires eux-mêmes. Et dans ce cas-là, le Conseil d'État émet un avis qui est public. À l'inverse, par respect ou révérence pour les parlementaires, il ne réécrit pas la version. Il se borne à attirer l'attention des parlementaires sur tel aspect qu'il faudrait corriger, etc. Mais à supposer qu'on développe cette fonction consultative pour les propositions de loi comme c'est possible aujourd'hui, reste toute la question des amendements. Or, on les compte par dizaines de milliers par législature. Et donc, comment associer le Conseil d'État à ces myriades, à cet éparpillement, à ce bourdonnement, en quelque sorte, que sont les amendements. Dans le cadre de la réforme constitutionnelle actuelle, un amendement a été déposé par Richard Ferrand. Il a peut-être donc un certain avenir devant lui, compte tenu des fonctions qu'il occupe dorénavant, qui étendrait la procédure prévue pour les propositions de loi aux amendements. Et personnellement, j'y suis favorable, c'est-à-dire qu'il faut les mêmes conditions, accord de l'auteur de l'amendement, accord du président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, mais il me semble qu'il faudrait pour les amendements prévoir au minimum un mécanisme de filtrage qui pourrait être d'ailleurs défini par la loi organique pour permettre au Conseil d'État de choisir quand même les cas dans lesquels il peut donner un avis ou pas. Distinguer par exemple les amendements rédactionnels des amendements substantiels,
des amendements qui posent de vraies questions de droit ou d'autres qui ne le posent pas, des questions nouvelles aussi, un peu comme la QPC est filtrée, eh bien, on peut estimer que voilà, les questions posées par tel amendement ont déjà été traitées et il suffirait de renvoyer à des prises de position antérieures. Enfin, se pose la question de la faisabilité, car un amendement est souvent déposé quelques jours ou quelques heures avant le débat parlementaire, et donc comment permettre au Conseil d'État d'examiner sereinement voilà, une telle question dans des délais aussi brefs. Voilà, je voudrais vous prier de m'excuser pour avoir abordé peut-être dans le désordre toute une série de questions peut-être théoriques et pratiques autour de cette fonction de conseil. Comment vous dire, c'est un peu comme dans la foi catholique, nous avons des mystères, nous ne comprenons pas très bien pourquoi, mais il faut y croire. Je voulais simplement, en ayant ouvert timidement les portes du Conseil d'État, dissiper une part de ce mystère et vous dire que le Conseil d'État ne serait pas le même s'il n'était qu'un juge et n'avait pas cette fonction de conseil. Après, ça relève d'un exercice voilà, de foi, en quelque sorte. Il faut y croire. Mais quand on est à l'intérieur, on ne peut pas imaginer que le Conseil d'État ne soit, même si c'est beaucoup, ne soit qu'un juge. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour cet exposé très éclairant sur une part de l'activité du Conseil d'État qui est finalement assez méconnue, alors par nos étudiants, mais moi je suis privatiste, donc moins familière de toutes ces questions que certains de mes collègues, mais néanmoins juriste. Et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant de voir... Enfin, en vous écoutant, on se dit, et je me suis dit, finalement c'est très rassurant de se dire qu'il existe un processus que le Conseil du roi fonctionne encore. Et puis, et que on parle d'improvisation. Je me suis dit, mais alors, comment se fait-il qu'on puisse encore parler d'improvisation dans la rédaction des lois et comment nous, autour de cette table, qui participons à la doctrine, pouvons-nous critiquer, en fait, une loi alors qu'elle fait l'objet de tant d'attention en amont? Et puis, bien entendu, en vous écoutant et en voyant les limites de l'exercice qui sont cette inflation législative et l'inflation des textes qui passent de 50 articles à 150 finalement et qui n'ont pas été examinés en amont, eh bien évidemment, on comprend qu'il y a dans cet exercice aussi les limites d'une intervention qui finalement est très en amont et qui pourrait évoluer plus en aval. Alors moi j'ai beaucoup de questions et j'imagine que la salle a beaucoup de questions. Parmi ces questions, il y a beaucoup de petites choses que vous évoquez en disant certains avis sont publics, d'autres ne le sont pas. Comment on fait le départ entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas? Quel impact a l'avis du Conseil d'État sur justement le choix du gouvernement entre la version rose et la version verte du texte? Parce que, est-ce que, quand vous dites on doit choisir par bloc, comment la répartition des blocs se fait? Est-ce que c'est vraiment un bloc et il n'y a pas de possibilité de panachage, ou au contraire, les choses sont un tout petit peu plus souples quand même? Parce qu'il peut y avoir dans les deux modèles des choses à conserver et finalement l'arbitrage est un arbitrage gouvernemental, j'imagine, en dernière instance. Voilà, donc j'ai quelques petites questions comme ça. Et vraiment, est-ce que, puisque vous nous avez donné la feuille de route à l'université de pratiquer des études ex post de justement ces textes, quel est, pour cet examen en amont, quel est l'impact réel? Et est-ce que c'est suivi? Et est-ce que d'ailleurs, dans l'histoire, j'imagine que si cette étude d'impact a eu lieu, est-ce qu'il y a une évolution d'un quinquennat à un autre? Voilà, et puis je vais donc peut-être vous laisser répondre, et ensuite la salle pourra vous poser toutes ces questions, puisque j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. Merci. Merci, Madame la professeure. Alors, première question, pourquoi certains avis sont publics et d'autres pas? Juridiquement,
les avis du Conseil d'État sont la propriété du gouvernement et ne sont pas publics. Et la loi du 17 juillet 1978, qui régit la communication au public des documents administratifs, qui est une loi, il ne faut pas l'oublier, d'initiative parlementaire, entièrement. À la différence de la loi CNIL du 6 janvier 1978, qui avait été soigneusement préparée par le gouvernement, de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, qui faisait suite là aussi à des rapports administratifs, la loi du 17 juillet, qui était un peu la transposition de ce qui existe aux États-Unis, du Freedom of Information Act, une loi donc sur la transparence, est entièrement d'initiative parlementaire. Mais cette loi a toujours fait la réserve des avis du Conseil d'État qui n'étaient pas communicables. D'accord ? Et le droit n'a pas changé, mais ce qui a changé, c'est que au vœu, au corps constitué en janvier 2015, le président Hollande, sans d'ailleurs en informer le vice-président du Conseil d'État de l'époque, a annoncé que dorénavant, les avis sur les projets de loi du Conseil d'État seraient rendus publics. Et peut-être quand même que mon prédécesseur a été prévenu quelques minutes avant, mais pas beaucoup plus. Et donc, après tout, c'est le droit de celui auquel les avis sont rendus d'en faire l'usage qu'il entend en faire. Et donc, la doctrine Hollande, entre guillemets, puisque c'est lui qui a initié cette pratique, consiste à dire tous les avis sur les projets de loi sont rendus publics, sauf ceux sur les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale, parce que c'est trop technique, trop touffu, les lois de ratification des ordonnances, qui n'apportent pas grand-chose à l'ordonnancement juridique, et les lois de ratification des traités ou des conventions internationales. Tous les autres avis sont publics, mais il ne s'agit que d'une doctrine. Et donc, le nouveau président de la République a dû savoir s'il maintenait ou pas cette doctrine, et le Conseil d'État a posé la question au président Macron, entendez-vous poursuivre la même doctrine que votre prédécesseur? Il a répondu oui. Mais ça n'est pas écrit, c'est un engagement personnel qui a été rendu public au moment des vœux, c'est tout. Et d'ailleurs, la presse en est fait l'écho, nous avons examiné récemment un projet de loi sensible politiquement qui habilite le gouvernement à prendre les mesures qui pourraient être nécessaires si le Brexit ne donne pas lieu à un accord. Il faut donc légiférer sur toute une série de sujets dans le cas où l'accord ne serait pas obtenu. Et ça veut dire que fait-on, par exemple, des fonctionnaires de nationalité britannique? Que fait-on des médecins britanniques qui, aujourd'hui, exercent leur activité en Dordogne ou dans la Drôme, etc. Les libertés des circulations des personnes, des marchandises. Que fait-on le jour où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et qu'aucun accord n'a réglé toutes ces questions? Et donc, le gouvernement a voulu demander une habilitation par ordonnance. Et comme le sujet est très sensible, parce que quand on négocie diplomatiquement, il est difficile de livrer la règle du jeu qu'on appliquera si l'accord n'est pas obtenu par la voie diplomatique, le gouvernement a souhaité ne pas rendre public cet avis. Eh bien, voilà, toutes sortes de fantasmes, du coup, ont été imaginés. Mais si le gouvernement ne veut pas publier, c'est qu'il veut cacher des choses. Cet avis doit être épouvantable, doit être très, 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 très négatif. Pas du tout. L'avis a été extrêmement constructif et ouvert. Mais on voit aujourd'hui, dans une ère de transparence et de publicité, combien le secret peut aujourd'hui créer la rumeur, les fantasmes, etc. Et dans une république bien informée, tout le monde a accès. Et donc, indépendamment de la transparence, c'est aussi l'égalité. Parce qu'enfin, certains savaient, d'autres ne savaient pas. Et le Parlement était très irrité que le gouvernement utilise en quelque sorte son joker en disant « mais non, non, là le Conseil d'État est contre », sans voir comme saint Thomas, là où voilà, l'avis avait été rendu. Donc c'est aussi un moyen d'égaliser les armes entre tous les partenaires dans cette fabrique de la loi. Alors cette notion de bloc qui interdit, comme vous le dites très bien, le panachage entre la rose et la verte, se fait par bloc de dispositions cohérentes entre elles. Et c'est le juge administratif, le Conseil d'État, qui en est le juge lorsqu'il s'agit d'un décret,
Et c'est le Conseil constitutionnel qui en est le juge lorsqu'il s'agit d'un projet de loi. Attention, cet impératif ne s'impose qu'au gouvernement dans sa délibération préalable au Conseil des ministres. Elle ne s'impose pas aux parlementaires. Et justement, à ce moment-là, toutes les vannes sont ouvertes et on peut modifier, corriger dans le débat parlementaire. Par conséquent, ça n'est que le gouvernement auquel cette discipline s'impose et en aucune manière le Parlement. Alors, l'évaluation, et me dites-vous, est-ce qu'il y a des changements d'un quinquennat à un autre? Je ne suis pas sûr qu'objectivement, du point de vue de l'inflation normative, nous ayons eu une modération ou, je dirais, un frein depuis quelques années. C'est une tendance continue, malgré le fait qu'il existe des injonctions politiques pour simplifier, alléger. Nous avons par exemple examiné récemment un projet de loi qui luttait contre les surtranspositions de directives européennes, c'est-à-dire qu'elle est au-delà de ce qu'exige le droit européen dans toute une série de domaines. Mais le problème n'est pas nouveau. Je prends un sujet parce qu'il me tenait beaucoup à cœur quand je présidais l'autorité de la concurrence et il me continue à me tenir à cœur. C'est l'urbanisme commercial, les autorisations de supermarchés. Les lois Royer-Raffarin, je crois que ça date de 1975, ont mis en place une législation qui soumet à autorisation des élus, après consultation de commissions nationales ou surtout départementales de l'urbanisme commercial, ont soumis à autorisation. Et cette législation, elle avait pour objet de protéger le petit commerce. C'était l'époque où un certain poujadisme critiquait le pullulement des supermarchés dans les périphéries des villes. A-t-on sérieusement mesuré l'efficacité de cette législation qui survit depuis 1975? Qu'est-ce que vous voyez? Le petit commerce a périclité. En aucune manière, cette loi ne l'a empêché. Quand cette loi a été publiée, les cours des grandes entreprises de distribution, Carrefour, etc., Casino, ont flambé. Pourquoi? Parce que, en raréfiant les autorisations, on a atténué la concurrence entre enseignes. Par définition, obtenir une autorisation dans un contexte incertain, ça dissuade certains nouveaux entrants. Et du coup, dans certaines zones, on a la concurrence qu'entre 2 enseignes, alors qu'elle pourrait se faire entre 3 ou 4. Enfin, on le voit, on a un problème majeur aujourd'hui de désertification des centres-villes, pas seulement dans les grandes villes, mais souvent dans les petites villes de province, qui voient vraiment partir toute la substance économique vers la périphérie. Est-ce que d'un point de vue de l'aménagement des zones, de l'urbanisme, des transports, en quelque sorte de la planification des sols, cette loi a atteint son objectif? Non. Mais alors qu'attend-on pour évaluer sérieusement? On a donné du pouvoir aux élus, qui sont évidemment très contents de l'exercer, parce que autoriser ou pas un supermarché, c'est effectivement du pouvoir. Et il y a eu, on le sait aussi dans le passé, un certain nombre de dérives. Mais est-ce une finalité que de donner du pouvoir à des élus, indépendamment des considérations économiques ou environnementales? Et on pourrait dire la même chose de tant de secteurs. Moi, je me suis intéressé, par exemple, à la loi Galland, qui, vous vous souvenez, a régi la formation des prix et la négociation des prix entre la distribution et l'industrie. A-t-elle atteint ses objectifs? Et quand je vois ressurgir la limitation, ou la question du revente à perte avec une majoration de 10% dans la négociation commerciale, ne va-t-on pas tomber dans les mêmes écueils? Voilà. On devrait beaucoup apprendre aujourd'hui en France des échecs ou des demi-échecs de législation précédentes qui ont échoué à atteindre les objectifs que l'on recherchait. Or, on a le sentiment que tout cela n'imprime pas, et ne freine pas suffisamment le législateur dans sa volonté de tout saisir. Il y a des sujets que la norme peut régler, et il y en a d'autres que la norme ne pourra jamais bien traiter. Alors, Claudie Boiteau, qui est à ma gauche, est impatiente de vous interroger, donc je lui donne la parole.
Merci Sophie, merci Monsieur le Président pour votre présentation toujours très éclairante et très vivante. J'ai été frappée par votre présentation assez pessimiste de l'étude d'impact qui nous a été présentée comme étant un enjeu majeur en termes de qualité de la loi. Et j'ai été frappée par votre pessimisme sur les effets de cette étude d'impact. Or, il m'avait semblé comprendre que le Conseil d'État avait la possibilité, et le faisait parfois, de demander au gouvernement de préciser cette étude d'impact, d'en préciser les conséquences financières, économiques. Et peut-on vous demander aujourd'hui si vraiment vous n'avez pas d'espoir que cette étude d'impact, qui était quand même une petite révolution en France, puisse porter les fruits que nous en attendions? Et finalement, est-ce que votre propos portait surtout sur les 2 années postérieures à l'élection présidentielle? Peut-on espérer ensuite voir réapparaître les avantages de cette méthode ou pas? Alors, je ne suis pas pessimiste parce que je crois personnellement beaucoup à l'étude d'impact et à l'évaluation au préalable. Je suis convaincu que c'est une bonne méthode et je pense que, encore une fois, nous avons beaucoup à apprendre dans ce domaine et que beaucoup de progrès ont été établis et certaines études d'impact sont très bien faites. Objectivement, elles sont une mine d'informations économiques, statistiques, administratives. Et parfois, ce qui est surprenant, c'est que ce sont les ministères dont on attend le moins un bel exercice, notamment les ministères régaliens, qui font les meilleures études d'impact sur des sujets sur lesquels on ne les attend pas. Donc, ce n'est pas toujours les ministères économiques qui sont les meilleurs pour faire de bonnes études d'impact. Et je le dis d'autant plus qu'en 2004, j'avais présidé un groupe de travail sur la question des études d'impact et remis un rapport au Premier ministre. À l'époque, c'était M. Raffarin, pour défendre l'étude d'impact et surtout expliquer au gouvernement qu'une étude d'impact n'est pas la justification a posteriori d'un arbitrage qui a été rendu. C'est très souvent cela que devient l'étude d'impact, mais l'étude franche de différentes options qu'on compare avant de choisir la solution qui minimise les coûts et maximise les avantages. Et c'est là où l'étude d'impact pêche. C'est qu'aujourd'hui, elle est une mine d'informations qui renseigne sur les finalités et effectivement donne un contexte beaucoup plus éclairé sur la norme qu'on veut modifier ou créer. Là où elle échoue, c'est qu'en réalité, elle ne compare pas de manière vraie les options qui auraient pu être envisagées, et parmi lesquelles recourir à la législation et proposer la norme qui est proposée. Et quand j'ai fait cette étude d'impact, j'ai rencontré le Premier ministre de l'époque, qui était M. Raffarin. Et je lui dis, écoutez, je suis quand même un peu étonné qu'une loi récente n'ait pas fait l'objet d'une évaluation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il se trouve qu'à l'époque, M. Derobien, qui était ministre de l'Équipement, était en même temps maire d'Amiens. Et à Amiens, dans la zone nord d'Amiens, il y a eu 2 accidents épouvantables d'ascenseurs. 2 personnes âgées sont tombées dans la cage d'ascenseur parce que la porte n'était pas verrouillée. Et les pauvres sont décédés en tombant de plusieurs étages. L'enquête qui a été menée a montré qu'en réalité, tout ça était lié à de la malveillance. Il y avait un trafic de drogue dans ces cités. On cachait la drogue sur la cabine de l'ascenseur, de toit. Et voilà, quand des visiteurs, on envoyait l'ascenseur et donc on déverrouillait pour récupérer. C'était un problème de sécurité, enfin de malveillance. Les compagnies d'ascenseurs, qui sont toutes d'ailleurs étrangères, puisque vous avez... alors il y a des roues compagnies suisses, ça n'existe plus. Hein. Maintenant, ce sont 4 compagnies. Il y a Thyssen en Suisse et en Allemagne. Il y a une société finlandaise qui s'appelle Kone. Il y a une société américaine, Otis. Et puis la 4e, je ne m'en souviens pas. On fait un lobbying à partir de... Ça fait un scandale public. On dit, mais attendez, les ascenseurs français ne sont pas aux normes. Il faut tous les mettre aux normes.
Et vous avez eu des plaquettes, mais somptueuses, expliquant il faut changer tous les ascenseurs en France. Et nous allons créer des emplois, nous allons remplir les carnets de commandes, ça c'est sûr, de toutes les entreprises. Donc, ils ont avancé un chiffre considérable de création d'emplois. Et je dis, attendez, derrière ces emplois, il va y avoir des coûts qui vont être payés par les copropriétaires et en aval par les locataires, auprès desquels les charges seront transférées. A-t-on, Monsieur le Premier ministre, évalué le coût de cette mise aux normes, qui n'était pas simplement une mise aux normes de sécurité, parce que les entreprises ont fourgué toute une série de modifications. Il fallait que la cabine s'arrête à pas plus de 0,5 cm du sol, etc. Et souvenez-vous, dans vos copropriétés, vous avez dû examiner des travaux très souvent coûteux. Moi, dans la mienne, l'ascenseur daté de 1899, comme je présidais l'autorité de la concurrence, je dis quand même, il faut faire les choses sérieusement. On va faire un cahier des charges et lancer un appel d'offres. Nous l'envoyons à 17 entreprises. 17 entreprises. C'était un très bel ascenseur en acajou, encore avec, vous savez, le strapontin. Il était magnifique et je voulais quand même qu'on le garde. Une seule entreprise répond. Alors, je dis, ça c'est quand même suspect, il faut relancer l'appel à concurrence. Nous relançons la même et la seule qui... bon, je ne pouvais pas faire diligenter une enquête dans mon cas personnel, mais j'ai toujours pensé que tout ça était suspect. Et d'ailleurs, au même moment, le cartel des ascensoristes a été condamné par la commission de Bruxelles, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, malheureusement pas en France, parce qu'on n'a pas trouvé, vous voyez, les éléments de preuve qui auraient permis de suspecter ces pratiques. Mais c'est pour dire, c'est typiquement un cas dans lequel on a créé des emplois, ça c'est sûr, mais à un coût, je dirais, et tout de même, quand on vous dit par la loi, vous devez modifier votre ascenseur, il y a une inégalité dans la négociation. Vous ne pouvez pas discuter d'égal à égal avec l'ascensoriste. Vous devez le croire sur parole. Il vous fixe un prix, mais vous êtes captif. Vous n'allez pas discuter. Et donc, on a collectivisé finalement le coût de ces créations d'emplois. C'est peut-être un bon exercice, un bon objectif. Mais la moindre des choses pour le politique, c'est de mettre en balance la sécurité, qui n'a pas de prix, on le sait, la création d'emplois, qui est un objectif légitime, mais aussi le coût pour la collectivité et surtout pour les Français, parce que là, l'État n'a pas mis un sou, hein, il n'y a pas eu... Alors, et on aurait pu penser à des remèdes correctifs. Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas fixer des maxima, encadrer la formation des prix pour permettre aux consommateurs de ne pas être piégés, etc. Mais tout ça n'a pas été fait. Tout ça n'a pas été fait par manque d'évaluation. Voilà. Et donc, je dirais, l'autorité de la concurrence, on est quand le président commence à parler d'ascenseur, on en a pour 1 heure. Donc je voudrais vous arrêter, mais voilà. Non, mais Claudie Bateau, moi je suis convaincu que l'étude d'impact est un vrai progrès. Je fais tout pour l'encourager, mais à condition que l'étude d'impact soit réalisée avant la décision finale et qu'elle permette de manière authentique de comparer des solutions qui pourraient être envisagées, alors qu'elle est trop souvent le plaidoyer rétrospectif pour l'arbitrage qui a été rendu. Je vous remercie. Je vous propose qu'on alterne des questions de la table et des questions de la salle, c'est-à-dire des étudiants. Y a-t-il parmi les étudiants des questions? Ah, très bien. Merci. Monsieur le vice-président, d'abord, merci pour votre intervention. Elle était très riche et merci surtout pour la passion avec laquelle vous nous partagez vos expériences. Vous nous avez dit que vous nous ouvriez les portes du Conseil d'État ce soir. J'aimerais le pousser et essayer d'en découvrir les recoins. Et ma question portait donc sur les sujets qui auraient porté à débat récemment au Conseil d'État, ceux qui ont suscité peut-être des projets de loi dans le cadre de votre fonction de conseil. Merci beaucoup. Ceux qui auraient été les plus vivement débattus. Alors, je vais être très clair. Récemment, depuis le nouveau quinquennat, c'est tout ce qui concerne la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Évidemment, la prolongation de l'état d'urgence. C'était des débats très graves, très difficiles. La loi sécurité-terrorisme du 30 octobre 2017, qui a été, il faut le dire, considérablement modifiée et, de mon point de vue, améliorée
par le Conseil d'État, notamment dans l'équilibre entre prérogatives des forces de sécurité et garantie des droits. Je prends un exemple. Le gouvernement voulait maintenir à la fin de l'état d'urgence, après la cessation de l'état d'urgence, la possibilité de mener des perquisitions administratives dans les locaux ou domiciles de présumés terroristes, avec la seule autorisation du procureur de la République. Et c'est le Conseil d'État qui a imposé une vision différente, beaucoup plus respectueuse des droits, et d'ailleurs, en s'imaginant, j'avais cette expérience à l'autorité de la concurrence, en imposant l'autorisation préalable de la perquisition par le juge des libertés et de la détention, avec la possibilité d'exercer tous les recours possibles contre cette ordonnance du juge des libertés et de la détention. Je crois que c'est sans doute sur ces sujets-là que les débats ont été les plus vifs. On a eu un autre débat sur la loi immigration, asile-immigration, qui portait moins sur la substance du texte que sur le manque de lisibilité des dispositions qui nous étaient présentées, du manque d'accessibilité et de clarté, en quelque sorte, de la norme proposée. Nous avons eu aussi un débat très important sur la réforme constitutionnelle dans tous ses aspects. Ça a été un des débats les plus intéressants et les plus je dirais les plus passionnants. Alors, comme toujours, l'avis est un peu réducteur. Il est relativement lisse parce que nous nous exprimons avec tous les understatements, etc. Tout ça ne reflète pas, évidemment, la richesse des débats et parfois la vivacité des débats. Et puis, la règle de la majorité s'impose. Quand nous ne sommes pas tous d'accord, nous votons. Et c'est le vote qui résout la difficulté. Mais voilà, certains débats peuvent durer plusieurs heures et connaître des rebondissements. C'est assez proche, en réalité, du travail parlementaire où chacun s'exprime, avec, je dirais, une chose qui est très particulière au Conseil d'État, c'est que dans beaucoup d'organismes publics, voire même au Parlement, les rôles sont d'une certaine manière assez attendus. C'est-à-dire on sait à l'avance dans quel sens tel ou tel va s'exprimer. Parce qu'il est, voilà, politiquement, il est de tel ou tel côté, ou parce que l'on sait qu'il porte attention à tel ou tel groupe de pression ou tel intérêt. Et on sait que parfois certains amendements sont même rédigés par des groupes de pression et les parlementaires ont parfois du mal à les défendre eux-mêmes parce qu'ils ne les ont pas écrits. Au Conseil d'État, ce qui me frappe, qui est très différent et qui est en même temps très réjouissant, c'est que nous sommes très protégés des influences extérieures. Les lobbies n'y pénètrent pas. Alors on fait toujours le procès de la porosité entre la haute administration et les lobbies. Je peux vous dire que ça n'est pas comme cela que ça se passe. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme l'auberge espagnole. Nous apportons le fruit de notre propre réflexion. Et pour pouvoir intervenir au Conseil d'État, il faut avoir travaillé, tout simplement réfléchi, travaillé. Et les interventions des uns et des autres se font exclusivement en fonction, bien sûr, de convictions et d'une culture juridique qui n'est pas toujours également partagée, mais peu importe, par aussi l'expérience administrative que nous avons de telle ou telle question, mais surtout par le travail personnel. Chacun travaille, chacun lit, chacun essaie de se faire une opinion. Et voilà, personne n'est capable de savoir ce que, en tant que citoyen, chacun pense. Je prends l'exemple, par exemple, de la révision de la loi bioéthique, qui est un sujet de conscience quand même, sur lesquels, évidemment, la position que vous allez prendre face à l'extension de la PMA, à la GPA, à la fin de vie, sont des sujets sur lesquels vous pouvez légitimement avoir des convictions qui sont liées à vos croyances, à vos appartenances, etc. Eh bien, nous avons eu un débat très riche qui a duré plusieurs heures et je peux vous dire, personne ne pouvait deviner dans les interventions de tel ou tel, finalement, sur le fond, ce que pensait tel ou tel, indépendamment des aspects juridiques. Une autre question, Antoine Louvaris. Monsieur le vice-président,
Permettez-moi de vous dire qu'en vous écoutant, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Quand j'étais jeune administrateur des services du Premier ministre, j'ai été du côté du gouvernement, commissaire du gouvernement. Et ce que vous nous démontrez avec tant de talent et de conviction, je l'ai vécu concrètement, et je ne le dis pas, maintenant que je suis professeur, je ne représente pas l'administration active. Je crois qu'on cherche à être actif aussi. C'est vraiment cela, c'est-à-dire que concrètement, il faut que vous sachiez que les représentants du gouvernement et le rapporteur, puis la section, l'Assemblée, c'est ce type d'échange. Et je puis dire qu'au moins, c'est précieux pour le gouvernement. J'étais bien placé, on est bien placé surtout en transversal. C'est-à-dire qu'il va se créer un lien entre le rapporteur, les représentants du gouvernement, et c'est un lien, j'allais dire, c'est presque du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'au fond, le gouvernement, il ne faut pas qu'il ruse avec le Conseil d'État, et tout l'art du rapporteur, c'est de savoir ça, mais le but est de proposer des solutions, et parfois de dire, ben non, c'est pas possible, et c'est vrai que parfois, le gouvernement, et franchement, dans le fait de le vivre, montre bien combien cette fonction est utile, disons les grands mots, à la République. Alors, à notre remarque, je suis ravi et rassuré d'apprendre que la proposition de loi sur les fake news fera l'objet d'un examen par le... Elle a fait l'objet... Pardon, puisqu'elle est... Voilà, elle a fait l'objet... Voilà. Ensuite, vous avez parlé, au fond, des espérances légitimes que peuvent avoir les électeurs sur des promesses qui sont forcément légitimes, puisqu'après tout, elles ont été adoptées par le peuple, mais qui le sont moins. Et c'est les questions, effectivement, de l'évaluation et de l'expérimentation. Nous sommes très sensibles, puisque nous allons être un objet d'expérimentation, comme vous le savez, avec l'ordonnance que le Conseil d'État va examiner. Et je voulais vous demander, et c'est ce passage évolution ex post et expérimentation, est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser une sorte, si c'est possible, d'obligation d'expérimentation dans un certain nombre de secteurs, pour les lois, pour effectivement essayer de développer ce que vous avez avancé, c'est-à-dire l'évaluation ex post. Est-ce que ça ne devrait pas être une contrainte peut-être constitutionnelle, mais en tout cas un usage favorisé par le Conseil d'État, par le gouvernement, puisque manifestement il y a une difficulté et une solution à apporter? C'est une bonne solution qui ne peut pas être généralisée. Un certain nombre de lois régaliennes peuvent difficilement se prêter à une expérimentation. Car n'oublions pas, expérimenter, ça veut dire déroger de manière transitoire au principe d'égalité, puisque certains citoyens, certaines entreprises ne vont pas être traités de la même manière selon qu'ils sont dans la zone expérimentale ou dans le reste du territoire. Et donc, il est normal que ce soit relativement encadré, puisqu'on va discriminer. Forcément, selon la zone dans laquelle on se situe. Et donc, je crois plutôt que d'imposer l'expérimentation, il faut favoriser un mode d'emploi efficace. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, personnellement, je pense que ce serait un bon sujet d'étude, essayer de favoriser l'adoption d'une doctrine d'emploi de l'expérimentation. Dans quel domaine porte-t-elle le plus ses fruits? Quel délai? Parce que parfois le gouvernement propose des dispositifs expérimentaux trop brefs qui ne permettent pas de dérouler les effets. On n'a pas le temps de mesurer les effets et de les évaluer. Donc quelle est la durée adaptée à chaque expérimentation? Comment mener une évaluation réussie? Et surtout, on l'a vu dans la réforme de l'article 72 de la Constitution, finalement, l'expérimentation, elle conduit, dans la tradition récente française, à un choix binaire. Soit ça réussit et je l'étends et je la pérennise, soit ça échoue et je l'abandonne. Mais il y aurait peut-être une autre façon et un chemin intermédiaire, et d'ailleurs nous l'avons proposé dans un avis de décembre 2016 qui a inspiré sur ce point la réforme constitutionnelle en ce qui concerne les collectivités territoriales. C'est la possibilité d'opter, c'est-à-dire, par exemple, on expérimente dans certaines zones l'attribution de compétences spécifiques à une collectivité. Par exemple, on va regrouper dans une cité scolaire le collège qui relève du département et le lycée qui relève de la région. On pourrait, et on va expérimenter ce que donne finalement la gestion conjointe d'établissements scolaires qui relèvent de collectivités différentes. Plutôt que d'exposer à un choix binaire, soit je généralise, soit j'abandonne, on pourrait
pour des collectivités qui n'ont pas expérimenté, mais qui sont convaincues qu'il y a du bon dans cette expérimentation, d'opter finalement sans passer par la phase expérimentale. Donc on voit qu'il y a aussi dans l'expérimentation un effet d'entraînement qui pourrait entraîner des collectivités qui n'ont pas expérimenté d'opter, de rallier en quelque sorte le statut qui est proposé. Ça donnerait aussi beaucoup de souplesse finalement à l'application de la norme. Donc il y a beaucoup de réflexions sur ce sujet, mais je ne pense pas quand même qu'il faille ni imposer l'expérimentation, ni exposer la clause de rendez-vous. Parce que dans certains cas, vous savez que les Canadiens sont très friands, il y a des clauses de révision, ce qu'ils appellent les review clauses, et les Canadiens, enfin les Québécois, les sunset clauses, disent les Américains, et les Canadiens l'ont traduit par les clauses crépusculaires. C'est un terme que j'aime beaucoup. Alors, ça peut avoir des intérêts aussi de dire la loi n'est pas un monument historique, il faut la réviser périodiquement, voir si elle correspond toujours aux attentes sociales, s'il n'y a pas des progrès technologiques qui la rendent obsolète, qui la rendent caduque. Le problème aussi, c'est que voilà, quand on veut freiner la législation, ça multiplie parfois les tentations de légiférer à nouveau. Et parfois, ça crée de l'anxiété. Je vois par exemple sur la bioéthique, c'est une règle qui se défend. On a dit on va légiférer tous les 5 ans pour réviser les choix précédents. Mais il y a des choix qui peuvent être remis en cause par les progrès scientifiques. On voit bien que dans la recherche génétique, il y a des progrès qui commandent de réviser la norme au fur et à mesure des découvertes et des progrès de la médecine et de la science. Il y en a d'autres où c'est plus des attentes sociétales. La question de l'extension de la PMA, par exemple, il n'y a pas de découverte ou de choses, c'est plus un sujet sociétal de l'évolution des mœurs et de l'attente de la société. Et imposer la clause de rendez-vous, c'est parfois créer de l'anxiété parce qu'on donne le sentiment qu'on va présupposer le changement de la norme. Et si beaucoup de gens, en France, enfin, c'est mon sentiment, ont parfois de l'appréhension par rapport à l'extension de la PMA à toutes les femmes, chose sur laquelle le Conseil d'État a dit c'est un choix politique et le droit n'interdit sûrement pas cette évolution, pas plus qu'il ne la commande. C'est un choix politique dans une option qui est ouverte juridiquement. On peut changer, on peut ne pas changer, c'est un choix politique. À l'inverse, sur la GPA, nous avons dit ouvrir la GPA, ce serait frontalement porter atteinte à des valeurs de notre droit, qui est la non-disponibilité du corps, et nous avons justifié pourquoi cette option ne nous paraissait pas juridiquement possible dans l'état du droit. Beaucoup de gens ont peur que relégiférer sur la PMA conduise inévitablement à la prochaine révision, à l'ouverture de la GPA, parce qu'on confond obligation de se pencher sur l'adaptation de la loi et obligation de changer la loi. Mais c'est deux choses différentes. Voilà. Enfin, je dis là mon sentiment personnel, peut-être qu'il n'est pas partagé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions, notamment autour de la table. Je vous propose, compte tenu de l'heure, de n'en retenir qu'une seule, sachant, alors il y en a 2, mais alors des très rapides, étant entendu que, de toute façon, cette discussion, puisqu'il y a un cocktail qui est organisé après, peut se poursuivre dans l'heure qui suit. Mais il y a un moment donné où c'est bien aussi, on va écouter Arnaud Attias dans quelques instants, on prend 2 questions, on écoute un ancien étudiant qui vient nous présenter Dauphine Alumni, juriste, si j'ai bien retenu. Et puis ensuite, on lèvera les débats. Il y a une question là-bas, mademoiselle. Elle est là-bas. Elle est là-bas. C'est vous, hein? Non, c'est pas là. C'est à gauche. Alors. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président, le Vice-président. Je vous remercie tout d'abord pour votre intervention très éclairante et enrichissante sur le rôle du Conseil d'État. Mais j'avais une question notamment sur une pratique qui me paraît à titre personnel, mais peut-être pour d'autres étudiants aussi critiquable. C'est notamment la pratique qui consiste à finalement juger la compatibilité d'une loi conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, mais finalement à écarter l'application de cette loi dans certains cas d'espèce. Je pense notamment à une décision de mai 2016 que je connais. González Gomez, je pense, sur la procréation médicalement assistée post-mortem,
dans laquelle dans laquelle le Conseil d'État a jugé la compatibilité de la législation française au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, mais a écarté l'application finalement au cas d'espèce. Et voilà, je trouvais ça finalement critiquable au regard de certains principes d'un État de droit. Donc voilà, je voulais avoir votre avis tout simplement. Merci beaucoup. J'ai envie de dire joker, parce que c'est une décision... Là, c'est pas consultatif. D'abord, c'est pas, c'est pas dans le sujet, puisque c'est une décision juridictionnelle, c'est une décision d'assemblée du contentieux qui est présidée par le vice-président, mais il se trouve que je n'étais pas vice-président à l'époque et que je ne siégeais pas non plus, puisque j'étais à l'époque président de l'autorité de la concurrence. Et donc, je me garderais bien, voilà, dans ces conditions, en plus de commenter cette décision contentieuse. Quand je disais que la doctrine et la juridiction administrative font un cœur à deux voix, il faut parfois que les voix soient discordantes et la doctrine est toujours utile. Et votre commentaire, je l'entends et je le comprends d'une certaine manière. Je comprends que cette décision qui distingue en quelque sorte la compatibilité in abstracto de la norme et la compatibilité in concreto de son application à un cas concret, puisse, par son côté très innovant, voilà, susciter des questions. Merci, monsieur. Donc, joker. Béatrice Delzangle. Merci. Merci, monsieur le vice-président, de nouveau pour votre exposé. Moi, j'aurais qu'une question j'aurais plein de questions à vous poser, mais il y a un aspect particulier de votre exposé sur lequel j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Vous êtes un peu revenu dessus au moment d'une des réponses apportées à une question. C'est concernant les observations que vous êtes amené à recevoir lorsque vous conseillez donc le gouvernement. Vous disiez recevoir des observations d'acteurs privés, d'acteurs publics. Vous arrive-t-il vous-même de solliciter des acteurs lorsque, par exemple, un acteur économique, social majeur n'a pas de lui-même spontanément envoyé une observation? Quel est le volume que représentent ces observations? Quelle part vous accordez lorsqu'il s'agit de statuer en opportunité? J'imagine qu'en légalité, ça a beaucoup moins d'intérêt. Mais lorsqu'il s'agit de statuer en opportunité, vous citiez des exemples de lois, la loi sur les 35 heures, la loi sur la bioéthique, la loi sur les violences sexuelles, contre les violences sexuelles, ce sont des lois où il y a de fortes divergences d'intérêts. Et donc, je m'interroge sur la part que vous êtes amené à accorder à ce type d'observation, voir est-ce qu'il serait envisageable un jour que les observations que vous avez reçues soient publiées en même temps que l'avis, c'est-à-dire qu'on connaisse plus tard, dans l'avenir, les personnes qui ont envoyé des observations, d'une part par un souci de transparence, mais aussi, pourquoi pas, pour stimuler d'une certaine manière ces différents acteurs à contribuer à votre conseil. Merci. Merci beaucoup. Alors, non, nous les recevons. Elles sont d'ailleurs assez rarement transmises. Ce n'est pas la majorité des cas. Le Conseil d'État ne les sollicite pas. Elles sont spontanément adressées au Conseil d'État. Et disons-le, c'est là aussi la faiblesse de ce système. De la part d'insiders, je dirais en anglais, c'est des gens qui sont au courant du calendrier, parce que pour évidemment adresser des observations, il faut savoir que le Conseil d'État s'apprête à examiner tel projet de loi ou tel projet de décret. C'est très rare que nous ayons des observations sur les sujets régaliens que vous avez cités. C'est le plus souvent le cas sur les textes économiques ou fiscaux, et de la part souvent d'entreprises, d'organisations patronales, mais aussi d'associations environnementales. Par exemple, nous en avons eu sur le projet de loi qui mettait fin au permis de recherche ou d'exploitation en matière d'hydrocarbures. Alors, j'ai dit que nous ne sollicitions pas les observations, mais nous pouvons nous informer par d'autres voies. Je présidais la section de l'intérieur lorsque le Conseil d'État a été saisi du projet de loi qui tirait les conséquences du RGPD et donc modifiait la loi CNIL du 6 janvier 1978. C'était très compliqué parce que, vous savez, un règlement est d'application automatique sans mesure de transposition, mais il était accompagné d'une directive qui, elle, doit faire l'objet d'une mesure de transposition. Mais malheureusement, la directive se référait elle-même au règlement qui est d'application directe. Donc nous avions vraiment un problème légistique, c'est que le texte dont nous avons été saisis était très peu explicite, puisqu'il ne recopiait pas le règlement, mais en quelque sorte, dans les plus de 50 cas où le règlement laissait une marge de manœuvre aux États membres, utiliser ou pas cette marge de manœuvre pour faire un choix normatif national. Et pour comprendre les enjeux de ce texte, j'ai décidé de consacrer
1 jour et demi à des auditions. Et nous avons auditionné très largement le gouvernement, la CNIL, nous avons auditionné les organisations patronales, les organisations syndicales, la Commission consultative des droits de l'homme, un certain nombre d'associations militantes des droits des consommateurs, mais aussi des banques, des grands opérateurs, les PME. Enfin, on a consacré par thème 1 jour et demi d'audition pour bien comprendre quels étaient les enjeux du texte qu'il fallait transposer, dont il fallait tirer les conséquences. Enfin, dernière information, comme je l'ai dit, la loi du 17 juillet 1978 exclut, parce qu'elles sont inséparables des délibérations du gouvernement, les avis du Conseil d'État, et donc les observations et les dossiers préparatoires de ces avis. Mais vous savez qu'une directive spécifique impose en matière environnementale que soient rendues publiques les informations en matière d'environnement. Et donc, justement, à propos de la loi hydrocarbures, nous avons eu des demandes de communication, d'observation transmises au Conseil d'État, et nous avons dit que sur ce fondement, eh bien, l'accès était possible, et nous avons communiqué à certaines associations qui le demandaient le contenu. Comment dire, d'ailleurs un peu décevant. Là encore, le secret souvent crée le fantasme. En réalité, il s'agit d'observations très très courtes sur des questions de droit sur lesquelles nous n'avions pas de démonstration très très fouillée. Voilà. Merci, merci Monsieur le Président. Je crois qu'on pourrait poursuivre très longtemps le débat et les interrogations sont nombreuses, mais on va s'arrêter ici en vous remerciant et en vous applaudissant pour cette intervention. Vraiment merci. On va écouter 2 minutes à l'étudiant. Alors, avant de se retrouver, avant de se lever, et de se retrouver pour ceux qui veulent au 7e étage, à l'espace 7 pour boire un verre ensemble, on va écouter quelques minutes Monsieur Arnaud Attias, qui est un de nos anciens étudiants, donc qui était sur ces bancs avant vous, et qui va vous présenter une association, ou en tout cas la branche juriste de l'association des alumni de Dauphine. Je ne le mange pas, mais c'est pas grave. Non, non ça va aller, ça va aller. Merci, Madame le professeur, de me donner l'opportunité de vous présenter à tous la création du club droit et fiscalité au sein de Dauphine Alumni. Alors, Madame la Présidente Huot, Mesdames et Messieurs les professeurs, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, chers étudiants, chers anciens étudiants, Mesdames, Messieurs, vous avez eu la lourde tâche ce soir de nourrir le débat sur la place du Conseil d'État dans la fabrique de la loi. Et j'aurai, pour ma part, le plaisir de vous faire part de la naissance de ce club droit et fiscalité et d'évoquer la place des anciens étudiants de cette maison dans la fabrique du réseau Dauphine Alumni. Monsieur le vice-président du Conseil d'État, vous avez, je crois, fait l'honneur aux étudiants du Master 291 Droit et régulation des marchés de la promotion 2017-2018 d'être le parrain de leur promotion. À cette occasion, vous avez pu, j'en suis sûr, vous faire une idée de l'attachement des étudiants dauphinois à leur université. Eh bien, c'est dans cet esprit dauphine que Morgane Gisardin, Mathieu Maroun, Julie Rad, Victor Kossek et moi-même avons créé le club droit et fiscalité au sein de Dauphine Alumni afin de tracer la voie pour les étudiants actuels, d'accompagner les jeunes diplômés et de s'enrichir de l'expérience de nos anciens. La raison d'être de ce club, elle est très simple. Le droit à Dauphine est partie intégrante de l'université, de son ADN depuis plus de 35 ans, et les étudiants juristes dauphinois bénéficient déjà d'un tissu associatif riche pour animer leurs années étudiantes. Mais il manquait une structure pour fédérer et apporter des opportunités aux promotions des diplômés des 11 masters de droit de l'université. Une structure, et le club ici n'a pas vocation à remplacer les réseaux de ces 11 parcours, qui constituent un éventail large mais cohérent de formations, mais au contraire de les mettre en valeur et de leur permettre d'échanger. Alors il manquait également une structure pour avoir un club dédié aux juristes au sein de Dauphine Alumni et pour devenir un point de contact vers des juristes pour les étudiants et diplômés des autres disciplines.
Dans un mot écrit pour l'association Juristes à Dauphine, le professeur Arnaud Renoir avait décrit les juristes dauphinois en reprenant à son compte les mots de Raymond Aron qui figurent sur les murs de cette salle même. Il avait écrit « Dauphine est une université que l'on choisit parce qu'elle a une personnalité unique, comme le sont les étudiants qui y entrent, pour en sortir juristes, ni conformistes, ni rebelles, critiques et responsables. Chers juristes dauphinois, c'est maintenant à vous uniquement que je m'adresse, pour vous inviter à activer vos profils sur la plateforme de Dauphine Alumni, à adhérer à l'association, à rejoindre le club droit et fiscalité, en un mot, pour vous inviter à participer, pour œuvrer à la fabrique de notre réseau. Et pour nous permettre de nous rencontrer, nous avons le plaisir de vous convier au petit déjeuner inaugural du club qui se tiendra le lundi 26 novembre et qui sera l'événement parfait pour recueillir vos idées et vos besoins pour ce club. Vous le savez, Dauphine a célébré cette année ses 50 ans. Et pour l'occasion, de nombreux alumni ont été récompensés au cours de la cérémonie du prix Made in Dauphine. Et nous faisons le vœu, avec la création de ce club, que la prochaine génération de primés contienne des juristes dauphinois, pourquoi pas créateurs d'une legal tech innovante ou d'un cabinet d'avocats augmenté. Alors, loin de moi l'idée de repousser plus encore l'ouverture du cocktail. Et juste un mot pour remercier les professeurs ici présents qui nous ont témoigné dans ce projet un soutien indéfectible et inestimable et que je voudrais remercier. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci à tous. Donc ceux qui le souhaitent, on se retrouve au 7e étage. Merci encore, Monsieur le Président.